supervision bancaire européenne. Je rappelle ce que c'est. Elle a été adoptée en 2014, applicable aux Français depuis janvier 2016. Un système de supervision par la BCE des plus gros établissements bancaires de l'Union européenne. Est-ce que c'est efficace ? Pour l'instant, ça ne s'est pas appliqué. Donc on ne peut pas dire si c'est efficace ou pas. Mais il faut savoir d'où ça vient. Chypre, c'était avant. Chypre, c'était en 2013. Oui. Exactement. Chypre, c'est un des 19 pays de la zone euro. Mais quelle serait son efficacité alors, face à un problème ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Chypre en 2013 ? L'État était en banqueroute. Comme le Liban aujourd'hui, entre parenthèses, et il y avait de l'argent sur les comptes bancaires des particuliers et des entreprises dans les banques du système. Et le système était en faillite, le système bancaire était en faillite, chypriote. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau délirant de ceux qui nous gouvernent à l'Union européenne, la Commission européenne, la BCE, le FMI, etc., ce qu'on appelle la Troïka, leur est venu lui dit on va chercher l'argent là où il est. Et l'argent là où il est, c'est effectivement sur les comptes bancaires des particuliers et des entreprises. Mais on ne va quand même pas tout leur prendre, on va limiter ça à 70 000 ou voire 100 000 euros. Donc tout ce qui est excédent, on le prend pour recapitaliser les banques parce qu'il est interdit de nationaliser ou de venir en soutien via l'État, puisque l'État est en banqueroute. Donc ils ont inventé ce système-là, ce qu'on appelle en anglais, en jargon anglo-saxon, le buy-in, au lieu du buy-out précédent, comme c'était en 2008-2009. Et à partir de là, si vous voulez, comme il n'y a pas eu de soulèvement populaire, etc., ça s'est plutôt pas mal passé. Ils n'ont pas eu besoin d'envoyer l'armée pour réguler tout ça. Donc à partir de là, ils se sont dit, on va étendre tout ça à l'Union européenne, donc des 27. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi le Royaume-Uni a compris et a pris la tangente. Bon. Et donc à partir de là, si vous voulez, depuis 2014, ça a été voté, donc oui, en début 2014. Depuis novembre 2014, vous avez en France 11 banques, je ne donnerai pas les noms, qui sont passées sous contrôle, sous supervision de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi vous ne diriez pas les noms ? Parce que je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise. Ni les dirigeants de ces banques, ni les clients. Ça non, mais enfin, bon, il suffit de voir les grandes banques françaises. Excusez-moi, voilà. Je vous ai coupé. Et à partir de là, si vous voulez, si une de ces grandes banques fait faillite, il faut être conscient que ce n'est pas le gouvernement français, c'est-à-dire Bercy, l'Élysée et le gouvernement français qui prendront les décisions de renflouement de ces banques-là, comme ça a été le cas en 2008, mais ce sera la Banque Centrale Européenne avec des fonctionnaires basés à Francfort, étrangers, qui seront peut-être des Lituaniens, des Hollandais ou je ne sais qui, et qui, à partir de là, décideront de l'avenir de votre compte bancaire dans cette banque. Et s'il faut... alors, ils vous vendent le principe... entre guillemets marketing, mais vous inquiétez pas, c'est au-delà de 100 000 euros. Sauf que pour garantir ces 100 000 euros, il faut des fonds de garantie des dépôts qui s'élèvent en France à 4,7 milliards pour couvrir 1200 milliards environ. Bon, inutile de vous dire, je crois que sur ce plateau-là, Jean-Pierre Chevalier a déjà évoqué ce sujet-là. Je crois que ça couvre à peu près 100 euros par tête de citoyen qui a un compte en banque en France. Bon, donc ça veut dire qu'il n'y a pas l'argent pour couvrir ce risque en cas de risque systémique et de faillite bancaire, qui pointe à l'horizon. Donc tout le système bancaire, encore une fois, est insolvable. Ils ne sont pas assez capitalisés. Ils le savent, et c'est bien parce qu'ils le savent qu'ils ont mis en place cet arsenal légal qu'ils ont appelé donc l'Union bancaire européenne et qui, depuis le 1er janvier 2016, est en application sans que les Français le sachent vraiment. C'est-à-dire que le jour où leur banque fait faillite, on ira puiser dans leur compte bancaire. Et de même pour l'assurance vie, parce qu'en France, on fait du zèle, en plus des méfaits de la Commission européenne et de l'Union européenne. Les Français font du zèle avec l'ancien ministre de l'économie, M. Sapin, qui a fait sa loi, la loi Sapin 2. Et article 25 de la loi Sapin 2, c'était l'équivalent de la directive de l'Union bancaire européenne pour le compte de l'assurance vie en France. C'est-à-dire tous les Français qui ont des contrats d'assurance vie en France, s'ils cherchent à faire des retraits en cas de banqueroute, d'effondrement avéré, eh bien à ce moment-là, on leur bloquera, on leur gèlera les retraits dans un premier temps. Tout ça est à la main du gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Galhau. Il n'aura plus qu'à appuyer sur un bouton et actionner l'arsenal légal qui permette de faire de la répression financière. Et c'est ça le vrai problème derrière, je dirais, derrière le
pass sanitaire, les épidémies, etc., avec cette psychose générale. Je dirais que la partie émergée de l'iceberg, c'est effectivement cet effondrement du système bancaire, monétaire, financier, qui va nous amener effectivement à mettre en place des mesures coercitives, répressives, financières, qui vont contrôler l'argent des Français. Moi, j'ose dire que l'argent des Français ne leur appartient déjà plus. Voilà. On a vu, Bernard Monod, la dette publique filer avec le Covid-19. Vous parlez de monétisation de la dette pour la résorber. Ça veut dire quoi, la monétisation ? Alors, monétisation, c'est ce qui a été pratiqué déjà depuis le 9 mars 2015 par Mario Draghi. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est l'ancien président de la BCE avant Madame Christine Lagarde, qui, compte tenu de la situation gravissime dans la zone euro, avec le risque d'éclatement de l'euro et de la zone euro, avec des disparités de taux d'inflation, des taux d'emprunt obligataire entre l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, etc., il a commencé à racheter l'ensemble des dettes des États, ce qu'on appelle les obligations souveraines, et ce qui a atténué, si vous voulez, le risque et qui a éteint momentanément, je dirais, l'incendie. Le problème, c'est que c'est en train de revenir. Alors, ils ont fait baisser l'inflation et donc les taux nominaux aussi. C'est pour ça on s'est retrouvé pendant 3-4 ans avec des taux d'intérêt négatifs sur les emprunts obligataires des États. Je fais remarquer que des taux d'intérêt négatifs, c'est la négation même du régime capitaliste. Hein. Et donc, à partir de là, si vous voulez, là, les taux sont en train de remonter. Et bien entendu, les taux remontants, vous avez toute la diaspora, la caste au pouvoir, que ce soit l'AMF, que ce soit la Banque de France, que ce soit la Cour des comptes avec M. Moscovici, qui commence à tirer le signal d'alarme auprès de l'Élysée en disant attention, en cas de remontée des taux, nous risquons un krach obligataire. C'est ce que j'annonce moi avec la banqueroute, hein, on y va tout droit, forcément. Et la préfiguration de cette remontée des taux, ce qu'on appelle taux nominaux, c'est la remontée progressive de l'inflation qui est en train de revenir, qui n'est plus sous le contrôle des banques centrales et qui ont même, je vais plus loin, qui ont même besoin d'inflation pour commencer à éteindre la dette. Mais cette monétisation pour résorber la dette, vous la demanderiez à la Banque centrale européenne ? Entre autres, mais c'est ce qu'elle fait déjà depuis, comme je vous le disais, depuis mars 2015. Donc moi, je suis tout à fait pour, que ce soit la BCE ou la Banque de France, puisque j'avais mis au point une modélisation en 2011 qui s'appelle le plan de désendettement de la France, qui passait justement par du rachat de dettes, mais françaises, à condition qu'elles viennent en financement des infrastructures françaises et du soutien de l'économie nationale. Mais ça, la BCE pourrait le faire à l'infini, ces rachats de titres ? Non, parce que sinon, ils vont détruire le régime capitaliste, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et ils ont déjà commencé à le faire, puisque les monnaies sont en train de se déprécier, notamment par rapport à l'or, vous voyez que, encore une fois, tout est lié, et qu'à partir de là, si vous voulez, l'inflation va ramener la remontée des taux, c'est les réactions en chaîne, l'effet de causalité, c'est-à-dire la remontée progressive alors on nous fait la méthode Coué en disant que ça va être provisoire, que c'est partiel, etc. Non, il va y avoir une remontée des prix. D'ailleurs, les Français le constatent depuis le 1er juillet dans toute leur consommation, que ce soit au restaurant, que ce soit au supermarché, etc. L'INSEE, ça ne va pas le reconnaître, peut-être. Écoutez, les chiffres de la zone euro, c'est qu'on est déjà, fin juin, à plus 1,9% de niveau d'inflation à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC. Je ne parle même pas de l'inflation monétaire, c'est d'Eurostat, ça revient même. Et donc ça c'est dans la zone euro. En Allemagne, ils sont déjà à plus de 4,5 ou 4,8 fin juin. Et aux États-Unis, ils sont à 4,8, plus 4,8. Donc on est bien loin des objectifs cibles de 2%, que ce soit de la Fed ou de la Banque centrale européenne. Il y a un retour d'inflation qui va amener une remontée des taux et qui va nous amener à un krach obligataire qui amènera à la banqueroute dont je vous parle. C'est pour ça qu'ils se préparent tous pour le fameux Great Reset, en passant par, vous entendez M. Villeroy de Galhau, vous parlez du pass sanitaire, c'est les conditions de la croissance économique future, etc. Je veux dire, si on en est rendu à ce qu'un vaccin vienne en soutien de l'économie, c'est quand même gravissime. C'est l'arbre qui cache la forêt. Bernard Monod, le patriotisme ou la banqueroute. Le patriotisme, pour vous, c'est le retour des droits de douane ? Non, pas du tout. Enfin, pas forcément. Ou alors ciblé pour les intervenants extra-européens. C'est-à-dire, moi, je respecte le marché unique. C'est-à-dire, tous nos partenaires de marché unique ont un traitement privilégié. Mais en revanche, tous les acteurs, notamment la Chine,
qui veulent importer, effectivement, il peut y avoir des taxes carbone, on peut l'appeler ça comme on veut, mais en tout cas, à un moment donné, il faudra réguler et rééquilibrer les déficits et les excédents des uns faisant les déficits des autres. Nous, on les avait quand même 20 ans depuis l'instauration de l'euro, monnaie unique, que nous sommes en déficit commercial en France. Hein, et que l'Allemagne fait, elle, des excédents sur le dos de tous les autres pays de la zone euro. Or, les droits de douane, c'est quoi d'autre, le patriotisme économique? Non, mais c'est déjà un esprit. Ouais. Voilà, c'est déjà un esprit. Moi, la première des mesures qu'un président patriote français devrait prendre, c'est rapatrier le pouvoir de contrôle financier qui est à l'heure actuelle à Francfort, à la Banque Centrale Européenne, et le rapatrier en France pour soutenir notre première industrie nationale, c'est le système bancaire français. Voilà, c'est la première industrie, c'est parce que c'est ce qui permet ensuite de financer tout le reste de l'économie réelle et puis de relancer, voilà, avec éventuellement peut-être une banque publique en soutien aussi, ça a été le rôle de la BPI France, etc. Bon. Et puis à partir de là, nous pourrons monétiser la dette, mais dans un intérêt purement de l'économie réelle et nationale, à savoir financer des infrastructures, peut-être rénover le parc de centrales nucléaires pour la transition énergétique, pour avoir du courant, voilà, parce que là aujourd'hui elles arrivent en fin de vie, en fin de vie, certaines, et donc il va falloir les restaurer, les rénover, les remplacer avec des nouvelles technologies. Voilà, mais ça coûte des centaines de milliards d'euros, et ça on doit pouvoir le faire. La France n'a pas besoin de l'Union européenne ni de la Banque centrale européenne. Elle l'a fait pendant les 30 Glorieuses, elle a financé toute son économie nationale. On était une des grandes puissances économiques, et on va le redevenir avec le patriotisme économique. Justement, Bernard Monod, vous nous dites